Salut à tous. Une nouvelle de dernière heure, et je parle du genre de nouvelle de dernière heure qui pousse le monde à s'agripper au bord de son siège et à retenir son souffle. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un entraînement. C'est un combat en direct dans la voie maritime la plus dangereuse de la planète, et le président des États-Unis vient tout juste d'ordonner à des navires de guerre américains d'entrer dans la zone de mort. Voilà ce qui se produit lorsque deux pays jouent à un jeu de poule mouillé avec des missiles, des navires de guerre et l'économie mondiale suspendue dans la balance. Le 4 mai 2026, le président Donald Trump a lancé une opération appelée Project Freedom. Le nom sonne patriotique. Il sonne rassurant. Il sonne comme un projet d'élargissement, d'autoroute ou une baisse d'impôts. Mais c'est pas ça. Project Freedom est une opération militaire à grande échelle visant à envoyer des destroyers lance-missiles américains, 15 000 soldats et plus de 100 appareils dans le détroit d'Ormuz pour escorter le transport commercial. Parce qu'apparemment, dans l'image de marque à la Trump, il suffit de coller le mot « freedom » sur une crise pour que les missiles aient l'air de coûter moins cher. Et quelques heures seulement après le lancement, l'Iran a regardé ses navires de guerre américains et a tiré des missiles. L'Iran affirme avoir atteint directement ses cibles. Les États-Unis disent que rien n'a été touché. L'un des deux ment. La chronologie est essentielle. Ce matin, le 4 mai 2026, le président Trump a annoncé le lancement de Project Freedom. Selon NBC News et ABC News, cette opération mobilise 15 000 soldats américains, des destroyers, lance-missiles et plus de 100 appareils. Leur mission est simple sur papier et suicidaire dans la réalité. Escorter des navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz, rouvrir le plus important point d'étranglement pétrolier au monde et briser le blocus iranien qui a fait bondir les prix du pétrole et grimper le prix de l'essence à 4,46 $ le gallon. Il y a vraiment que dans une salle de presse pro-Trump que simple sur papier peut signifier envoyer des destroyers dans un couloir de missiles et appeler ça une solution nette. Sur papier, cela ressemble à une mission humanitaire. Protéger la libre circulation du commerce, maintenir l'économie mondiale en mouvement, mais dans les faits, c'est un acte de guerre, parce que l'Iran ne voit pas les navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz comme des gardiens de la paix. L'Iran les voit comme des envahisseurs. L'Iran les voit comme une violation de sa souveraineté. Et l'Iran les voit comme des cibles. Quelques heures après l'entrée en vigueur de Project Freedom, l'armée iranienne l'a prouvé exactement. C'est ici que le récit se divise en deux versions complètement différentes de la réalité, et l'une d'elles est un mensonge. Selon les médias d'État iraniens, précisément l'agence Fars News et l'agence Tasnim News, les forces iraniennes ont tiré des missiles de croisière, des roquettes et des drones de combat contre des destroyers américains près de l'entrée du détroit d'Ormuz. Elles affirment que l'attaque a été déclenchée lorsque des destroyers américains ont ignoré des avertissements radio. Elles affirment que des bâtiments américains sont entrés dans des eaux contrôlées par l'Iran sans autorisation. Et, plus explosif encore, elles affirment que 2 missiles ont frappé un navire de guerre américain. 2 impacts directs. L'Iran affirme avoir envoyé des missiles dans un destroyer américain. Si c'est vrai, c'est un acte de guerre contre les États-Unis qui exige une riposte immédiate. Si c'est vrai, il ne s'agit plus d'un blocus, ni d'un cessez-le-feu, ni de négociations diplomatiques. Il s'agit d'un combat naval ouvert entre 2 pays dotés d'une puissance de feu suffisante pour transformer le golfe Persique en chaudron bouillonnant de mort. Mais il existe une autre version. CENTCOM, le commandement central des États-Unis, est intervenu quelques heures plus tard pour tout nier catégoriquement. Il a déclaré qu'aucun navire de la marine américaine n'avait été touché. Il a affirmé que les informations étaient fausses. Il a indiqué que 2 navires marchands battant pavillon américain avaient franchi avec succès le détroit dans le cadre de la première étape de Project Freedom. Aucun dommage, aucune victime, aucun impact de missiles, juste une autre journée normale au bureau. C'est le genre de calme officiel qui semble taillé sur mesure pour un pupitre, un fond de drapeau et une salle remplie de gens qui font semblant de croire que la fumée n'est qu'un effet d'éclairage. La question centrale est de savoir si l'Iran fabrique une victoire pour mobiliser sa population, si les États-Unis dissimulent des dommages pour éviter l'escalade, ou si la vérité se trouve quelque part entre les deux. Des missiles ont été tirés mais ont raté leur cible,
Des drones ont été lancés mais interceptés, et les deux camps transforment un quasi-incident en or de propagande. Les faits sont le seul antidote à la propagande. Pendant que l'Iran et les États-Unis échangeaient des versions contradictoires sur les impacts de missiles, une autre attaque s'est produite, et celle-là, personne ne peut la nier. Les Émirats arabes unis ont confirmé que l'un de leurs pétroliers d'État de l'ADNOC avait été attaqué par 2 drones iraniens à l'intérieur du détroit d'Ormuz. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a qualifié l'incident d'attaque terroriste iranienne. Les Émirats arabes unis, un pays qui vient tout juste de quitter officiellement l'OPEP, il y a 2 jours après 59 ans, un pays qui a tenté de rester neutre dans ce conflit, viennent de voir leurs pétroliers frappés par des drones iraniens. Et il qualifie cela de terrorisme. C'est le premier affrontement naval direct entre les Émirats arabes unis et l'Iran depuis la sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP. C'est le moment où un différend commercial se transforme en guerre ouverte. C'est le moment où un pays qui voulait pomper son propre pétrole et s'occuper de ses propres affaires se retrouve entraîné dans un conflit qu'il essayait d'éviter. Et si des drones iraniens frappent des pétroliers des Émirats arabes unis aujourd'hui, rien ne les empêche clairement de frapper des pétroliers saoudiens demain. Rien ne les empêche clairement de frapper tous les pétroliers qui osent naviguer sous la protection de Project Freedom. La réponse est rien, absolument rien. Il y a ensuite l'angle sud-coréen. La Corée du Sud a rapporté que l'un de ses navires cargo aurait possiblement été attaqué dans le détroit d'Ormuz. Aucun blessé n'a été signalé, mais le message est clair. Le détroit d'Ormuz n'est sûr pour personne. Pas pour les navires de guerre américains, pas pour les pétroliers des Émirats arabes unis, pas pour les cargos sud-coréens, pas pour l'économie mondiale qui dépend du pétrole circulant dans cette étroite bande d'eau. Project Freedom devait rendre le détroit plus sûr. Au lieu de cela, il l'a transformé en champ de tir. Au lieu de dissuader l'Iran, il l'a provoqué. Au lieu de faire baisser les prix du pétrole, il les a poussés encore plus haut. L'essence est à 46 $ le gallon et continue de monter. Et chaque missile qui vole, chaque drone qui attaque, chaque navire touché ajoute 1 sou de plus au prix que les gens paient à la pompe. Voilà pour le discours de vente selon lequel la force fait magiquement baisser les prix avant le déjeuner. C'est pas théorique, c'est de l'argent. C'est le trajet pour aller travailler. C'est la facture d'épicerie. C'est l'avenir qui se décide entre des hommes en uniforme et en robe qui jouent aux échecs avec des munitions réelles. La réponse de l'Iran à Project Freedom est la clé pour prévoir ce qui vient ensuite. Ebrahim Azizi, le chef de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a livré un avertissement qui devrait glacer le sang de tout responsable politique américain. Toute ingérence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu. Toute ingérence américaine. Cela signifie chaque destroyer, chaque mission d'escorte, chaque drapeau agité dans ses eaux. L'Iran voit tout cela comme un acte de guerre. Ensuite, l'Iran est allé encore plus loin. Il a publié une nouvelle carte affirmant que le détroit d'Ormuz appartient à la République islamique d'Iran. Il a dit que ce sont ses eaux, son territoire, son domaine. Ali Nighzad, un autre haut responsable iranien, a rendu la position encore plus claire. L'Iran ne reculera pas sur sa position concernant le détroit d'Ormuz. Ce sont des mots de combat. Ce sont les mots d'un pays qui a tracé une ligne dans le sable et a défié les États-Unis de la franchir. Et aujourd'hui, le 4 mai 2026, les États-Unis l'ont franchi. Project Freedom n'est pas seulement une mission d'escorte. Aux yeux de l'Iran, c'est une invasion, c'est une occupation. C'est une déclaration selon laquelle l'Amérique, et non l'Iran, contrôle la voie maritime la plus stratégique du Moyen-Orient. Tens l'univers Trump, franchir la ligne peut toujours être reconditionné en leadership. Surtout si la ligne explose après la coupe du ruban. Et lorsque 2 pays revendiquent tous les 2 la propriété du même morceau d'eau, avec des missiles pointés l'un vers l'autre, la seule chose qui empêche la guerre, c'est la chance. Et la chance finit par s'épuiser.
Ce qui devrait vraiment terrifier les décideurs, c'est que pendant que les forces américaines et iraniennes échangent missiles et démentis dans le golfe Persique, la voie diplomatique n'est pas morte. Elle s'active même dans l'ombre. L'Iran a confirmé aujourd'hui avoir reçu une contre-proposition des États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan, une proposition en 14 points, 14 conditions, 14 exigences, 14 compromis potentiels. L'Iran l'examine. Ils la lisent, ils en débattent. Mais le piège est évident. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a été parfaitement clair. À ce stade, il n'y a pas de négociation nucléaire. Aucune négociation nucléaire. Les États-Unis veulent que l'Iran renonce à son programme nucléaire. Trump a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas d'accord sans aborder d'abord le programme nucléaire. Marco Rubio a qualifié le détroit d'Ormuz d'armes nucléaires économiques. Mais l'Iran dit que le programme nucléaire est hors de discussion. Il n'est pas négociable. C'est un actif national. C'est le joyau de la couronne de la République islamique. C'est là que la politique de pression maximale devient embarrassante. Le slogan devient plus bruyant exactement au moment où le levier devient plus mince. Le contenu réel de cette proposition en 14 points reste donc flou. Elle pourrait porter sur le blocus, elle pourrait porter sur les sanctions, elle pourrait porter sur des échanges de prisonniers, elle pourrait porter sur la sécurité régionale. Nous ne le savons pas. Mais nous savons que l'Iran l'examine tout en tirant des missiles sur des navires américains. C'est pas de la diplomatie. C'est de la diplomatie sous la menace des armes. C'est négocier pendant que les bombes tombent. Et l'histoire montre que des guerres ont commencé exactement de cette manière, avec une main tendue pour la paix et l'autre serrée sur une gâchette. La guerre régionale plus large explose pendant que tout le monde se concentre sur Hormuz, parce que cette affaire ne concerne plus seulement l'Iran et l'Amérique, elle concerne le Liban, elle concerne Israël, elle concerne le Hezbollah. Sheikh Naïm Qassem, le chef du Hezbollah, a complètement rejeté le cessez-le-feu au Liban. Sa position est qu'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban, seulement une agression israélo-américaine continue. Il a dit qu'Israël a commis plus de 10 000 violations. Il a dit qu'Israël a tué plus de 500 civils. Il a dit que 2600 Libanais sont morts et que plus de 1 million de personnes ont été déplacées. Puis sont venus les mots qui devraient glacer le sang de chaque responsable israélien. Il n'y a pas de ligne jaune ni de zone tampon et il n'y aura pas de zone tampon. Cela signifie que le Hezbollah n'acceptera aucune zone démilitarisée. Il ne reculera pas. Il ne désarmera pas. Il continuera de combattre. Et si Israël continue de frapper, le Hezbollah continuera de tirer des roquettes. Et si le Hezbollah continue de tirer des roquettes, Israël continuera de bombarder. Et si Israël continue de bombarder, l'Iran continuera de soutenir le Hezbollah. Et si l'Iran continue de soutenir le Hezbollah, les États-Unis continueront de soutenir Israël. C'est un cycle de violence qui n'a pas de fin, un cycle qui entraîne davantage de pays à chaque rotation, un cycle qui a transformé un conflit local en guerre régionale et qui menace maintenant de transformer une guerre régionale en catastrophe mondiale. Il y a ensuite l'angle économique dont personne ne parle sur les chaînes d'information. Pendant que les missiles volent et que les navires de guerre manœuvrent, l'OPEP+ a pris aujourd'hui une décision qui prouve que l'ancien ordre est mort. L'Arabie Saoudite, la Russie et 5 autres pays ont accepté d'augmenter les quotas de production pétrolière pour juin de 188 000 barils par jour. Ils ajoutent de l'offre, ils tentent de stabiliser les prix, ils essaient de montrer au monde qu'ils sont encore aux commandes. Mais ils n'ont pas mentionné les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, qui ont officiellement quitté l'OPEP le 1er mai, n'ont pas été inclus dans cette annonce. C'était comme si les Émirats Arabes Unis n'avaient jamais existé. Comme si le cartel faisait semblant que l'un de ses plus grands membres ne venait pas de franchir la porte. Et le Koweït a annoncé que sa production serait de 2,68 millions de barils par jour en juin. Mais rien de tout cela ne compte si le détroit d'Ormuz est une zone de guerre. Rien de tout cela ne compte si les pétroliers ne peuvent pas naviguer. Rien de tout cela ne compte si des drones iraniens frappent des navires des Émirats Arabes Unis et de la Corée du Sud. L'OPEP peut augmenter les quotas toute la journée, mais les quotas ne transportent pas le pétrole. Ce sont les navires qui transportent le pétrole.
Et les navires ne traverseront pas un détroit où les missiles volent et où les navires de guerre brûlent. Aucun slogan de conférence de presse ne peut remorquer un pétrolier à travers un essaim de missiles. Cela ramène tout au mystère central d'aujourd'hui. L'Iran a-t-il frappé un navire de guerre américain ou non? CENTCOM dit non, l'Iran dit oui. La vérité pourrait être plus dangereuse que ce que les deux camps admettent. Je pense que l'Iran a tiré des missiles. Je pense qu'il a tiré des roquettes. Je pense qu'il a lancé des drones. Je pense qu'il l'a fait en sachant que les destroyers américains disposent de certains des systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde. Le système de combat Aegis, le système Phalanx de défense rapprochée, les contre-mesures électroniques, les leurs, des défenses en couche capables d'intercepter plusieurs menaces à la fois. Et je pense que ces défenses ont fonctionné, je pense que les missiles ont été interceptés, je pense que les drones ont été abattus, je pense que les roquettes sont tombées court, et c'est pourquoi CENTCOM peut honnêtement dire qu'aucun navire de la marine américaine n'a été touché, parce que techniquement, rien n'a frappé la coque, rien n'a percé l'acier, rien n'a explosé sur le pont. Techniquement exact est une formule très utile lorsque la réalité fume encore, mais que le communiqué tient quand même sur une page. Mais CENTCOM ne dit pas que c'était pas serré. Il ne dit pas que des marins américains n'ont pas passé des minutes terrifiantes à suivre des menaces entrantes. Il ne dit pas que les systèmes de défense n'ont pas été poussés à leurs limites. Et il ne dit pas ce qui se passera la prochaine fois, lorsque l'Iran tirera 4 missiles au lieu de 2, ou 8 au lieu de 4, ou lorsqu'il tirera simultanément depuis la terre, la mer et les airs dans un essaim coordonné conçu pour submerger même les meilleures défenses, parce que c'est ce qui vient ensuite. L'Iran a appris aujourd'hui que les destroyers américains ne sont pas invincibles, il a appris que les navires américains peuvent être ciblés, il a appris qu'on peut faire transpirer les marins américains, et la prochaine attaque sera plus grande. La prochaine attaque sera plus intelligente, la prochaine attaque sera conçue pour passer à travers, et quand elle le fera, quand un missile finira par percer les défenses et frapper un navire de guerre américain, la guerre, que Trump affirme terminée, explosera en un conflit qui fera passer tout ce qui a été vu jusqu'ici pour une simple répétition générale. Déclarer une guerre terminée, pendant que les missiles passent encore leur audition, c'est exactement le genre de confiance qui rend mieux sur une bannière que sur un écran radar. Voilà donc où en est le monde le 4 mai 2026. Project Freedom est en cours, les navires de guerre américains sont dans le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme avoir frappé un destroyer américain avec 2 missiles. Les États-Unis le nient. Un pétrolier des Émirats Arabes Unis a été touché par des drones iraniens. Un navire sud-coréen aurait possiblement été attaqué. L'Iran affirme que toute présence américaine à Ormuz constitue une violation du cessez-le-feu. Il a publié une nouvelle carte affirmant que le détroit lui appartient. Il examine une proposition américaine en 14 points, mais refuse de parler du nucléaire. Le Hezbollah a rejeté le cessez-le-feu au Liban et a promis qu'il n'y aurait pas de zone tampon. L'OPEP+ a augmenté sa production, mais a ignoré les Émirats Arabes Unis. L'essence est à 46 $ le gallon, et le monde est à un missile d'une guerre que personne ne peut contrôler. L'élément qui prouve que cette guerre vient d'entrer dans une phase à laquelle personne n'est préparé se cache à la vue de tous. Pendant que tout le monde se concentre sur la question de savoir si un missile a frappé un navire, pendant que tout le monde débat pour savoir qui ment et qui dit la vérité, la vraie histoire se trouve dans l'ampleur et la nature de ce que les deux camps font maintenant. Les États-Unis ont lancé Project Freedom avec 15 000 soldats et plus de 100 appareils. C'est pas une mission d'escorte. C'est une force d'invasion. C'est le genre de déploiement que l'on envoie lorsqu'on se prépare à la guerre, pas lorsqu'on maintient la paix. Et l'Iran a répondu non pas par des protestations diplomatiques, non pas par des lettres fermement rédigées, mais par des missiles de croisière, des roquettes et des drones de combat. Ce n'est pas la réponse d'un pays qui veut la paix. C'est la réponse d'un pays prêt à se battre. Appeler ça une mission d'escorte, c'est comme appeler un incendie de maison une amélioration de l'éclairage. Et lorsque les deux camps déploient des forces conçues pour la guerre, pas pour la paix, la voie diplomatique devient secondaire. La proposition en 14 points devient une note de bas de page.
le cessez-le-feu devient un souvenir parce que la guerre a sa propre inertie. Une fois que les missiles commencent à voler, une fois que les troupes sont déployées, une fois que les navires sont en position, les diplomates perdent le contrôle. Les généraux prennent le relais. Et les généraux ne pensent pas au prix de l'essence. Ils ne pensent pas à la stabilité économique. Ils pensent à gagner. Et dans le golfe Persique, gagner signifie contrôler le détroit d'Ormuz. Gagner signifie couler les navires de l'autre camp. Gagner signifie faire saigner l'autre jusqu'à ce qu'il cède. Et les deux camps pensent pouvoir gagner, les deux camps pensent avoir l'avantage. Les deux camps pensent que Dieu, l'histoire ou le destin est de leur côté. Et la machine pro-Trump trouvera quand même une façon d'appeler la facture des économies historiques si elle arrive entourée d'assez de drapeaux. Et c'est la croyance la plus dangereuse en temps de guerre. Parce que lorsque les deux camps pensent ne pas pouvoir perdre, les deux camps se battent jusqu'à la mort. Et c'est la phase dans laquelle nous venons d'entrer, non pas un blocus, non pas un cessez-le-feu, non pas une négociation, mais une lutte à mort pour le contrôle de l'artère pétrolière du monde. Et le monde est en train de la vivre en ce moment. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.